Salut à tous, je suis Rock Roger, merci de regarder cette première vidéo de la chaîne qui sera consacrée à One Piece. On commence tout de suite dans le vif du sujet avec cette vidéo théorie sur le rôle des femmes dans le prochain arc de Wano Kuni. En relisant l'un des premiers passages où on voit Kinemon apparaître, il y a certains de ses propos qui m'ont particulièrement intrigué. C'est le passage où Kinemon s'indigne de la tenue d'un ami et qu'il s'étonne qu'une femme puisse être violente, et donc se battre. Ensuite, on a d'autres passages qui sont semblables, où il a une attitude machiste et où il se fait massacrer pour créer des situations comiques. Cependant, Oda s'inspire de la période Edo pour créer Wano. On a donc tendance, nous autres Européens, à calquer notre vision de la période Edo et des samouraïs sur notre période médiévale et nos chevaliers européens. Or, ce filtre culturel nous fait rater une incohérence historique qui, je pense, est évidente pour un japonais dans les propos de Kinemon. Et à mon avis, cette incohérence, elle est volontairement laissée par Oda pour nous semer un indice sur les événements de Wano. Pour expliciter mon point de vue, je vais faire rapidement un petit cours d'histoire comparée qui sera volontairement simplifié, vulgarisé d'un point de vue chronologique et factuel, parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Premier point, les chevaliers forment un ordre. C'est une sorte de club aristocratique, un groupe social composé d'hommes qui se reconnaissent mutuellement autour de valeurs religieuses, militaires et politiques, et ce malgré leurs différences socio-économiques qui peuvent être très importantes. Deuxième point, très important, chevalier, c'est un titre. Choisir de porter ce titre, c'est véhiculer un message politique tout comme le refuser. Quand on refuse de porter le titre de chevalier comme le faisait son père, c'est montrer que l'on adhère à une autre vision politique et sociale, par exemple que l'on valorise plus les qualités intellectuelles par opposition à des valeurs physiques et militaires. C'est vraiment tout un programme politique de porter ou non le titre de chevalier. En revanche, samouraï ce n'est pas un titre comme chevalier, c'est un statut social, c'est même une caste sociale, de laquelle on ne peut pas sortir. Les enfants héritent obligatoirement de la caste de leurs parents, et on ne se marie qu'avec les femmes de sa caste. Et donc vous m'avez compris, les filles de samouraï sont bel et bien samouraï elles-mêmes. Elles peuvent combattre, c'est ce que l'on appelle les Onabu Geisha. Ce n'est pas comme chez nous, où l'action guerrière est vue comme exclusivement masculine. Une petite comparaison que je trouve intéressante. Chez nous, les femmes ne peuvent pas porter le titre de chevalier, mais peuvent avoir un rôle militaire, mais d'un point de vue social. Par exemple, Jeanne d'Arc. Bon, dans un premier temps, on oublie l'image du film de Luc Besson. Jeanne d'Arc n'est pas une chevalier, elle ne découpe pas des soldats en armure, ce serait inconvenant par rapport aux valeurs de l'époque. Par contre, on va louer ses valeurs, ses qualités religieuses, de sagesse, car c'est une prophétesse envoyée de Dieu, et elle inspire du courage aux soldats et apporte la cohésion, y compris au sein de l'aristocratie militaire, dans une période difficile. Là, vous avez un exemple type du rôle militaire des femmes à l'époque médiévale, mais ça reste des cas exceptionnels. En revanche, des femmes samouraïs, il y en a beaucoup. Je vous laisse chercher sur Wikipédia, il en existe beaucoup, car ce n'est pas des exceptions comme peuvent l'être Jeanne d'Arc, parce que c'est vu comme normal à l'époque. La plus célèbre, c'est Tomoe Gozen, dont on loue, à l'inverse de Jeanne d'Arc, les qualités physiques et militaires. Elle excelle au sabre, à l'arc et au naginata. Dans les récits de la période Edo, on encense les qualités militaires physiques des femmes. Elles sont formées militairement pour défendre leur mari, ça c'est la réalité historique. Elles défendent leurs héritiers, leurs maris, leur domaine. Et pour les femmes samouraïs de base, c'est une formation à l'autodéfense et au maniement du tanto. Pour les filles de grands samouraïs, elles ont vraiment une formation classique, aussi bien en sabre qu'en stratégie, etc. Toutes ces références historiques sur les femmes samouraïs dans l'imaginaire japonais sont à mon avis complètement évidentes pour le japonais de base. Ce qui permet à mon avis à Oda, par l'incohérence qui est volontaire dans les propos de Kinemon, de nous donner un indice sur les événements de Wano. Ce qui m'amène à Zoro. Zoro, on sait que c'est son arc, Wano. Un peu comme Sanji, Whole Cake c'était son arc d'un point de vue narratif, ça a épaissi le personnage, ça a donné une perspective à sa personnalité, ça a montré des faiblesses chez lui, chez Sanji. Eh bien, ça va faire pareil avec Zoro. Zoro, il va passer par une sorte, je pense, de crise identitaire, où au moins, il va avoir des choses qui vont un peu le remettre en question, et qui vont lui faire réfléchir sur ses objectifs, et vont vraiment épaissir le personnage. Parce que Zoro, il faut prendre conscience de quelque chose, c'est la classitude, la bassitude incarnée. Il est super fort, mais c'est un peu tout. Il a assez peu de fragilité,
et on manque un petit peu de ces petits défauts qui le rendent humain et attachant. Il n'est pas assez humain. Sanji apparaît très humain, et c'est ça qui le rend attachant, un peu comme Usopp. Zoro, c'est vraiment un surhomme. Et donc, là, on pourrait avoir des choses intéressantes à Wano, et c'est le genre de choses qu'on attend. On sait déjà que, de par ce qu'il a dit, qu'il va fédérer les samouraïs du clan Kozuki, il veut tous les mettre derrière lui et devenir le plus fort. Donc, a priori, Zoro, donc, ça va être le général de tous les samouraïs de Wano qui vont rallier. On sait que les partisans de Kinemon, et du clan Kozuki, sont diminués et désunis par leurs différentes défaites. Et les femmes, donc, ça pourrait représenter un moyen, par leur émancipation, et le fait qu'elles deviennent des guerrières, en quelque sorte de rétablir un peu l'histoire, si j'ose dire, ça permettrait ainsi de compenser l'infériorité numérique. Et celui qui va transformer ces femmes en guerrières redoutables, c'est Zoro. Parce que ça a énormément de sens, en fait, par rapport à son histoire, son passé, et ses objectifs. Je pense que vous avez tous fait le lien avec Kuna. Kuna, c'est la source de la volonté, vraiment la source de détermination de Zoro. C'est vraiment l'origine où tout part de tout, où sa détermination de devenir le meilleur, le plus fort escrimeur du monde naît. Et la raison pour laquelle Kuna voulait devenir la plus forte du monde, c'était pour prouver que les femmes étaient égales, voire même, je pense, un petit peu supérieures aux hommes, mais là je suis plutôt personnel là-dessus. Enfin bref. Bref. Ça, c'est, je trouve, un message qui était très important et très intéressant dans l'œuvre d'Oda, surtout qu'on est dans un shonen. Un shonen, c'est plutôt tourné pour les garçons, ce qui explique, hélas, malheureusement, pourquoi il y a si peu de femmes ayant des pouvoirs très importants dans One Piece. Et là, je le crains. Après, on est dans un milieu maritime, donc masculin, ce qui est peu, entre guillemets, un peu justifié, mais c'est sans doute un peu trop réaliste. Je pense que l'explication sur le fait que ce soit un shonen est plus exacte. Et donc du coup, ce message qui était pourtant très intéressant et qui donne de la profondeur à Zoro, pourrait être ici mis en avant. Cela permettrait ainsi d'accomplir l'objectif de Kuna de façon posthume, de lui rendre hommage. Et ce qui est aussi intéressant, je crois, c'est que Zoro, en quelque sorte, dépasserait ses propres objectifs personnels, en liant encore plus sa vie à Kuna. Surtout qu'il faut pas... Je pense qu'on l'oublie trop souvent, Wado Ishimonji, le premier sabre, le sabre fétiche de Zoro, c'est le sabre de Kuna. Ça a du sens, et je me dis que ça pourrait ressortir. Je verrais vraiment bien Zoro dire à des femmes de Wano Kuni, moi il y a une femme que j'ai jamais réussi à battre, et ce sabre, c'était le sien. Donc si elle pouvait me battre, vous aussi vous pouvez battre les mecs d'en face. Ce serait très classe, on aurait une vraie aura de chef, et ça donnerait vraiment de la profondeur à Zoro. C'est-à-dire que, je sais que ça paraît être surprenant, mais Zoro est féministe, il se fiche éperdument du sexe de ses adversaires, il est prêt à massacrer une femme s'il le faut, Monette en a fait les frais, mais bref, Zoro est féministe, il démontre très clair, il va clairement chercher à démontrer que peu importe que vous affrontez un homme, une femme, ou même un travelot, je veux dire, Oda, il a quand même pas mis des travelots dans son œuvre, enfin, que peu importe, l'important c'est la force, c'est votre force qui fait que vous êtes là, c'est ce pourquoi vous vous battez, c'est pas votre identité qui fait ce que vous êtes, ou plutôt, c'est vos actions qui font vos identités, c'est ça qui est intéressant, et là on a un vrai message qui peut rythmer, je pense, l'arc, ou au moins une partie de l'arc, parce qu'il y a certainement des choses sur les révélations des origines de Zoro qui vont être mis un peu comme Sanji, mais je pense que ça peut être vraiment une perspective très intéressante, le rôle des femmes de Wano Kuni. Et voilà, ma première vidéo théorie One Piece est terminée. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et de l'avoir écouté, j'espère qu'elle vous a plu. Si ça a été le cas, ou même si ça n'a pas été le cas, laissez des messages dans les commentaires pour en débattre, pour en discuter. C'est toujours amusant. N'hésitez pas à partager la vidéo ou à en discuter autour de vous, plus simplement, à l'ancienne, hein, c'est toujours sympathique. Je pense que cette théorie est assez originale, elle sort un peu des classiques Barbe Noire a mangé tel fruit démon, Shanks a mangé tel fruit démon, Kaido, ses pouvoirs sont de telle origine. Je suis pas fan
Enfin si, j'aime beaucoup les théories sur les foreshadowing, mais il y a beaucoup de gens qui font ça beaucoup mieux que moi. Et je voulais faire quelque chose de différent, peut-être de plus narratif sur qu'est-ce qu'on peut deviner de la psychologie des personnages, comment vont-ils évoluer narrativement, sur qu'est-ce que le personnage nous raconte et peut nous raconter. C'était plus ça l'idée de ma théorie, et c'est sur les quelques autres théories que j'ai encore un peu dans les cartons. C'est un peu dans ce sens-là aussi que j'ai envie d'essayer de faire. Donc je vous remercie. À plus pour une prochaine fois. Tchuss!